je suis avec l'homme qu'on appelle Hassan, les associés. Et c'est genre lui qui va me faire mon interview. Voilà. Pose toutes les questions que tu veux. Je suis un livre ouvert. T'as le choix. Il y en a plein des livres bibliques. Yo Yuval, donc c'est moi qui fais l'interview. Vas-y, lâche-toi. Alors, en quelques mots, peux-tu te présenter? Qui es-tu? Je pense que je suis le plus grand activiste de France. Je pense que je suis aussi la grosse tête de la culture électro avec Axel et Steady. Je pense que je suis le visage de la France, la voix surtout parce que les gens ont grandi avec ma voix pendant plus d'une décennie à travers les battles. Je pense que je suis celui qui a beaucoup apporté au niveau de l'underground en France à travers Châtelet-Les-Halles, Gare de Lyon, La Défense, le 104, avec Nacera sur Just for Rocker, avec King Jaid, Stiga sur le Super Bad Chapter, sur les LRC au niveau de la culture électro avec Jimmy Milliard. Et puis je crée beaucoup de rubriques pour à chaque fois me réinventer par rapport à la culture hip-hop. Donc je pense que je suis quelqu'un d'assez important. Je suis pas le seul, il y en a plein d'autres certainement. Mais là, vu que c'est mon interview, je parle de moi. Voilà. Oui. N'as-tu pas peur, avec de tels propos, de passer pour un mégalo? Mais non, parce que la mégalomanie, elle se traduit par ton travail. En fait, la mégalomanie, c'est de 80... Je suis arrivé à 94. J'ai commencé à organiser à partir de 96, par là. Et j'ai organisé les plus grosses affiches. C'est quoi les affiches de Châtelet-Les-Halles? Je sais pas, moi je peux te donner une idée. Division Alpha contre Coup de Pression, Rudy contre Bruce. Je te parle des plus grosses. Benji contre Deddy, celle qui a été la plus importante, celle qui a ramené le plus de monde, ça a été celle-là. Je pourrais te dire moi contre plein de danseurs debout. Benji Junior. Ensuite, Châtelet, à partir de Gare de Lyon, 2003, entre 2003 et 2004, j'ai organisé plein d'affiches à Gare de Lyon, mais plus avec les tom-toms, tout ça. À partir de 2004, toutes les affiches de 2004 jusqu'à 2010 par là, c'est moi toutes. Après, j'avais une équipe de la danse debout, mais ceux qui faisaient la danse debout et moi dans le break, ça n'avait rien à voir. Dans le break, mon assistant, c'était JB à l'époque, mon bras droit, entre guillemets. Et pour la danse debout, c'était une équipe, Tony, bref, pour les citer plusieurs, et ils organisaient tout ce qui était danse debout. Mais tout était indolent, tout était gratuit, tout était... Et puis, à chaque fois qu'il y avait un problème, c'était pas mon équipe qui répondait pour 1000%, c'était moi. C'était toujours à moi de me justifier par rapport à ce qui se passait. Ensuite, à partir de 2010, celui qui est devenu un peu un espèce de bras droit pour Nacera. Il n'y avait pas que moi, mais je faisais partie du staff. Voilà, pendant 2 ans, je travaillais gratuit, j'ai jamais été payé. On l'a fait que ce soit Nacera pour moi, ou moi, on l'a toujours fait pour la culture hip-hop, dans le Just for Rocker. Ensuite, le Super Bad Chapter. J'ai jamais été payé quand on faisait les événements avec Stiga pendant 2 ans. Je devais être payé une fois à la fin. Et les événements du 104, le dernier lieu prophétique, le lieu divin pour tout le monde, pendant 2 ans avec Airstyle, j'ai jamais été payé. Et pendant ce temps-là, on a fait Hip Hop Theory et les Battle Starters, c'est ça qui a fait venir tout le monde à l'endroit qu'on appelle le 104. Parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de monde au 104. C'était pas le réflexe commun des danseurs. Et à côté de ça, je te dis, je suis aussi la grosse tête de la culture électro. Pourquoi? Parce qu'avec Axel et Steady, on a organisé au moins 60 événements, c'est pas plus 80, on sait plus, tellement on a organisé. On a organisé 5 championnats de France, 6 championnats du monde. Qui veut parler? Personne ne peut parler. En fait, c'est le travail qui prime, et c'est le travail et puis la plupart des grosses affiches en France, c'est moi qui les ai organisées. Les plus grosses affiches au monde, c'est moi qui les ai créées. Ils peuvent parler, je les baisse tous. En affiche, je les fume tous. C'est moi qui les ai créés la plupart. Le mot 1000%, il m'appartient même plus. Tout le monde l'emploie, à droite et à gauche. C'est devenu une terminologie qui est devenue commune et usuelle de la part de tout le monde. C'est même plus mon mot. Et une fois, je te raconte une anecdote. Une fois, je suis parti en 2009 au Mexique, ou 2010, je me souviens plus. Et j'arrive au Mexique, et on me présente, tu vois, la grosse tête, de la culture électro. Je vais porter une idée. Culture électro, le mec commence à parler en mexicain, et à un moment donné, il commence à parler, et je comprends pas, moi, le mexicain. Mais à un moment donné, il commence à parler, et dans sa voix, il commence à monter, et puis à un moment donné, le mec crie 1000% devant tout le monde, toute la salle, au milieu, au Mexique, 2 danseurs se mettent l'un en face de l'autre, ça part en vrille, c'est la guerre. Je suis le secret. Il m'a même pas regardé. Il m'a même pas regardé de 30 secondes quand il a crié ce mot-là. Ok, cool. Donc ça veut dire que pour eux, c'était une terminologie qui était rentrée dans les mœurs de la culture électro et peut-être de la culture hip-hop. Mais pour lui, si j'avais dit c'était moi, je pense qu'il m'aurait même pas cru. Ok. Ça va pour te donner une idée, par exemple.
Donc, Hmm. anecdote, parle-moi de ton plus beau souvenir dans l'hip-hop. J'en ai plein des beaux souvenirs. Un beau Un souvenir. choisissant, hein. Un beau souvenir, je pourrais te dire mon père qui était pas forcément d'accord pour que je danse quand j'étais jeune. Ma mère qui cachait tout à mon père. Parce que nous on vient d'Israël, je suis né là-bas, donc mon père il était... ben voilà, tu sais, quand t'es en Israël, t'es dans l'armée, tu grandis avec tout ça. Et mon père il avait l'école un peu plus martiale, tu vois. Pour lui la danse, c'est pas un homme, par exemple, pour donner une idée. Ça va pas. Mais là, je te parle d'une certaine mentalité, de mœurs. On est dans les années 60-70, donc évidemment qu'ils grandissent avec une certaine mentalité et que à l'époque de ce qui se passe en Israël, quand après nous on arrive en France, on n'a pas d'argent, on n'a rien, on est une famille modeste. Et ben, dans la mentalité, on est juif. Et ben, on parle comme des. Enfin, les parents, ils parlent comme des parents juifs. Ils font tout pour que les enfants s'élèvent, mais qu'ils deviennent dans des métiers qui soient, je sais pas moi, médecin, avocat. On sait rien, des trucs qui Des trucs de juifs. Je plaisante. Hein? Des trucs de juifs. Non, je plaisante. Comptable, je sais rien. Bah, peut-être des métiers de juifs, si tu dis. On peut aussi le penser comme ça. Je plaisante, hein, bien sûr. Non, mais en même temps, tu plaisantes, mais en même temps, c'est la vérité. Il y a beaucoup de médecins qui sont juifs, beaucoup d'avocats qui sont juifs, beaucoup de. Voilà. C'est comme ça. Après, tu dis, les diplômes, tu les as pas en claquant des doigts. Les diplômes, il faut travailler. Enfin, 7 ans d'études pour être médecin, ou 8 ans, on sait rien, tu vois. Donc, il y a un travail derrière. Et mon père, bah, il aurait préféré que je fasse autre chose que de la danse. D'ailleurs, je pense pas que c'est un truc qu'il calculait. Et un beau souvenir pour moi, c'est qu'une fois, en 86, je suis parti au Chalet du Lac, qui était une boîte, j'ai dansé, et j'en ai obtenu un voyage. Et Ok. ils sont partis, mon père et ma mère sont partis une semaine en Espagne. J'avais gagné le concours de danse. Donc c'est un beau souvenir pour moi. Après, je peux te donner des 10 000 des souvenirs, des bons, des moins bons. Ça fait 34 ans que je suis dedans, donc j'ai tout vu, tout connu, ça va, tu vas pas me la faire à moi. Un mauvais. Un mauvais souvenir. Ah, tu es J'en ai sujet plein. à plein d'attaques, donc ça doit pas toujours te faire plaisir. Non, mais un mauvais souvenir, par exemple, une fois je suis arrivé en 98, il y avait les 15 ans, les 19 ans, les 18, je me rappelle plus du hip-hop, il y avait toute la scène, tous les anciens, tout le monde sur cette grande scène, et moi j'y étais pas par exemple, tu vois. Ah. Tu vois, et moi je les regardais, je me disais, ok, donc en fait, pour vous j'existe pas, bah je vais vous montrer que j'existe. Et à partir de là, bah, j'ai redoublé d'efforts pour qu'on me voie. Puisque quand j'ai créé 1000%, c'était pour mettre en avant mon travail. C'est pas pour. Toi, tu me parles d'égocentrisme, mais le travail, c'est pas l'égocentrisme. Il y a pas de mal à dire, écoutez les mecs, j'ai fait plein d'événements gratuits, personne ne me calculait, personne ne m'invitait nulle part. Donc quand j'ai créé 1000%, j'ai juste mis un nom à mon travail. C'est aussi simple que ça, en fait, l'histoire. Je te dis pas que j'ai inventé un truc extraordinaire. En fait, le 1000%, c'est quoi? C'était de faire des événements et la vidéo le soir même. Elle était là, la subtilité. Parce que j'ai pas inventé les battles sauvages, par contre je les ai relancés, les battles sauvages. À un moment donné, quand le 1000% il est apparu, à partir de 2004, la France, on était le pays le plus important au monde. Pendant facilement 5-6 ans. Personne ne nous arrivait à la cheville. Tout se passait en France. Parce que c'est moi qui organisais tout, pendant des années. Regarde, cette année, je me suis un peu calmé au niveau des affiches. Bah, le break français, la plupart des mecs ils vont pas chercher. Mais à l'époque où j'étais très présent et je cassais les couilles à tout le monde, mais les mecs ils allaient tous se chercher. Moi je pense que le break français il a besoin d'être un peu materné quoi. Et moi très souvent j'ai été un papa de fortune. Et je te parle sérieux. Regarde, j'ai donné encore une anecdote. 2007 j'ai arrêté la défense pendant 1 an. Qui a repris la défense? Mes couilles. Personne n'a repris la défense. Tout le monde était d'accord pour couper la tête du roi. Le roi en l'occurrence c'était moi. Mais personne encore j'ai arrêté 1 mois. Je comprends. Je te parle d'une année entière. Septembre 2007, septembre 2008. Personne n'a été à la défense faire les événements. Parce que c'est bien beau de vouloir jouer son activité de service quand tu fais un événement par an. Mais moi je crée la récurrence. J'en ai créé plein. Tu vois, j'en ai créé je sais pas combien à la défense. Laisse tomber. Entre la danse debout et le break. Enfin tu vois, c'était devenu un sacrifice de vie. Mais en même temps, tout le monde veut être couronné, tout le monde veut être sur le trône, tout le monde veut veut être anobli et tout le monde te regarde avec du respect. Mais ça demande du travail. Et en plus, la génération qui arrive, c'est même pas quitté, tu vois. Donc faut tout le temps essayer de prouver, de montrer que tu es sur le terrain. Sinon, les jeunes, ils en ont rien à foutre de toi.
Moi je comprends quand t'as ce discours intergénérationnel où t'as les anciens qui se plaignent et qui comprennent pas pourquoi les jeunes ne les reconnaissent pas, mais il faut aussi se rappeler comment toi t'étais quand t'étais jeune. Est-ce que toi-même t'étais discipliné? Allez, à un moment donné, faut pas se mentir. Cette génération, aujourd'hui, elle ressemble, elle est le miroir de ce qu'elle vit, de ce qu'il la représente, la consommation et de la société d'aujourd'hui. Et si tu as envie dans le hip-hop, les jeunes te reconnaissent, eh ben, c'est pas en leur disant qu'il y a 15 ans, tu étais un monstre. C'est plutôt en disant, écoute mec, je suis peut-être pas le meilleur, mais en attendant, moi je crée ceci, je crée cela, mes élèves c'est un tel, mon héritage c'est ça. Tu vois, faut que le mec, faut que tu sois visible. Sinon, pourquoi tu veux qu'il te reconnaisse? À moins que son grand, il est éduqué pour ça. Sinon, le mec, il s'en fout, il a été battu tous les week-ends. La plupart des jeunes avec qui je parle, ils connaissent même pas l'histoire du hip-hop. Moi, je suis très très calé dans l'histoire. Je pense même que je suis un des mecs qu'on connaît le plus. Mais j'étais fermé de voir. Je suis parti à la source, je parlais avec des gens. Pourtant, je parle pas très bien anglais. J'ai lu tous les livres possibles. Donc, pour me taper au niveau historique, d'ailleurs, ça se voit quand je fais mes interviews. Tu peux pas mentir. Très bien. Donc, comment vois-tu les événements hip-hop et ceux du futur? Alors, comment je vois les événements hip-hop? Déjà, pour moi, il n'y a aucun événement qui est hip-hop en France. Comme ça, je te dis les choses clairement. Très bien. Pour moi, les événements qu'on fait en France, c'est du divertissement social. C'est une façon, quelque part, de se complaire par travers une commune qui, quelque part, va te donner des subventions pour administrer ce qu'on appelle, clairement, ce qu'on appelle les cultures urbaines. Tu vois, on se comprend. Maintenant, nous, voilà, t'en as beaucoup qui sont là en se parlant de la street, de la rue, des couilles. Les mecs, aujourd'hui, le hip-hop, c'est embourgeoisé, tout le monde est dans des salles, tout le monde est à peu près trop bien. Je te dis pas que tout le monde a des salles réellement, mais la majeure partie des gens, ils ont des lieux dédiés un peu à la danse hip-hop où ils peuvent s'entraîner. Aujourd'hui, dans l'association, tu demandes des subventions, je dis pas que tu les auras, mais à un moment donné, à force peut-être de te marteler ton truc, ben peut-être qu'à un moment tu les auras. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 600 événements qui sont subventionnés et 600 qui sont autofinancés de façon détournée, c'est-à-dire peut-être avec des mécènes, peut-être avec des partenaires. Enfin, en tout cas, on est la plaque tournante du hip-hop mondial. On est le pays qui a le plus d'événements au monde, mais on a le fond, non, on a la forme, on n'a pas le fond. C'est-à-dire que la plupart des événements, ils ne sont pas attitrés à la culture hip-hop, parce que si c'était vrai, si vraiment on était hip-hop, on serait moralisateur, nous les speakers. Et déjà, on expliquerait au public qu'est-ce qu'un événement hip-hop, les valeurs de la Zulu Nation et la culture hip-hop en règle générale. Or, on ne fait pas tout ça. Nous, on crée un spectacle. Et en plus de ça, il faut que tous les éléments de la culture hip-hop soient associés dans le cadre de l'événement, au moment où on fait l'événement. Et pour masquer ce genre de choses, on appelle ça des festivals. Parce qu'au sein d'un événement, avec tous les codes de la culture hip-hop, il y a très peu d'événements. Où tu vas dire, ouais, c'est hip-hop. La majeure partie. Aujourd'hui, on sort d'un événement qui s'appelle le Battle VIB. Bon ben, je peux te dire que c'est à peu près un événement hip-hop parce que derrière, t'as pas la mainmise de la commune derrière et des élus qui viennent et tout le protocole qu'il faut avoir pour essayer d'être dans une espèce, essayer de leur plaire, ou d'essayer de les séduire pour avoir les subventions. Tu vois, aujourd'hui, on était quand même assez freelance. Yes, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. C'était un peu roots. Ça arrive de moins en moins. Aujourd'hui, dans les événements qu'on pourrait appeler genre hip-hop, tu peux pas prendre le micro et défier un mec devant tout le monde. Parce que l'image du battle sauvage, c'est pas forcément l'image que l'organisateur a envie de donner à ses élus, à son public, à ce genre de truc. En fait, on joue le jeu de l'État et de moins en moins le nôtre. Maintenant, on y gagne. Parce que quelque part, avec cette culture, tu as une économie parallèle qui s'est créée pour les speakers, les DJ et les jurys. Et les danseurs, parce que t'as beaucoup de gens qui se plaignent, mais en attendant, beaucoup de gens sont bien contents d'être défrayés pour leur billet de train, d'avoir leur nuitée, de pouvoir manger, enfin, d'être bien accueillis. Et ça demande de l'argent. Faut arrêter le hip-hop des années Schlagos, nous on l'a connu. Il y en a plein qui parlent d'hip-hop, mais ils n'étaient pas là dans les années 80. Moi j'y étais, je peux te dire que nous à l'époque, on n'avait rien, mais en même temps on avait tout. Mais c'était sauvage, c'était dangereux, c'était des soirées, t'y allais, tu sais pas comment ça pouvait se finir pour toi. Moi je suis blanc, je suis juif. J'arrive dans une soirée, je vous embrouiller. Non mais je te parle, moi ce que je te dis, je te parle de réalité. Je te dis pas j'arrive, salut frère Zoulou, mes couilles. Il y avait des mecs qui venaient avec des pouillets devant tout le monde. Et je pouvais prendre une raclée comme n'importe qui. Après la chance que j'avais c'est que j'étais un danseur. Et comme j'étais un danseur, j'avais des protecteurs. Des mecs que personne... La plupart c'était des lâches. Ils auraient pu m'embrouiller à moi. Mais à côté de lui, personne parlait, tu vois. À côté de lui et d'autres personnes qui me protégeaient. Jamais ils auraient levé la voix. Avec une main, ils se referaient écraser comme des merdes. C'est pour te dire que moi j'ai vu, des fois je ramenais mes amis dans les événements, les pauvres ils se faisaient dépouiller. Tu vois, je te racontais une autre anecdote, tiens.
Un jour, mon pote, David, il s'appelle David, c'était un fudge, il dansait un peu. Il est venu dans un événement, il s'est fait dépouiller par Stomy Bugsy. Et ben moi j'ai dû faire appeler un mec, un pote à moi qui allait voir Stomy de Sarcelles pour lui dire que le blouson que Stomy avait dépouillé, c'était mon blouson. Bah Stomy, il est venu dans mon quartier, il est venu me le rendre. Parce qu'à l'époque, j'étais quelqu'un de très important. J'avais beaucoup de protecteurs, j'avais beaucoup de gens importants autour de moi. Je te dis pas que Stomy il avait peur de moi, mais par respect, du fait qu'on se croise dans beaucoup d'événements, peut-être que le fudge en question qu'il a dépouillé, il ne le connaissait pas, mais par respect pour moi qui voyais dans plein d'événements, ben, il est venu, il me l'a rendu. C'est mignon. Je peux t'en raconter plein des histoires. Il y en avait plein. À l'époque, moi j'ai connu l'époque qui était violent. Très violent. Quand on arrive au terrain de la Chapelle, les mecs ils nous lançaient des pierres. Je peux même te dire avec qui j'étais avec David Collard, 84-85. Donc je peux t'en raconter 1000 des histoires. Mais ce que je veux dire c'est que aujourd'hui, si j'en suis là et si je suis à la place que je suis et que les gens ils sont là, ils peuvent raconter leur vie comme ils veulent, ils étaient pas là à l'époque, ils ont pas vu. Eux, ils font encore des choses, moi j'y étais, je les vivais. J'étais autour de ce truc-là. Quand je fais des interviews, que j'interviewe n'importe quel old school de l'époque, il peut pas me mentir à moi. Il y aura peut-être 2-3 trucs que je ne connaîtrais pas peut-être, mais sur 100% de son discours, il y aura 95% que je connaîtrais de A à Z. Et pourtant, moi je dansais debout et j'en avais rien à foutre des b-boys. Je m'en battais les couilles des b-boys, moi. Moi je dansais debout. D'accord? Et les b-boys s'en battaient les couilles de moi qui dansais debout. Avant, tu étais tous ensemble, mais les b-boys c'était avec les b-boys, ils dansent debout avec les danseurs debout, tu vois, en réalité. Je m'en foutais, moi, quand le mec il breakait, je ne calculais même pas. Je m'en foutais. Moi, je regardais les smurfers, parce que j'étais un smurfer. Voilà, c'est aussi une réalité. Après, on faisait tous partie de la même culture. On était là, afro-centristes, Zulu Nation. C'est là que j'ai compris que j'étais un blanc, que j'avais rien à voir avec la Zulu Nation en réalité. Parce que les codes, ils étaient très Afrique, en réalité. Tu vois. Black Après, Power. les valeurs. Ouais, pas Black Panthers, mais bon, voilà, c'est plus afro-centriste, tu vois, la plupart des codes. Voilà, Zulu Nation, Zulu. Le seul Zulu blanc qu'on connaît, c'est Tony Clegg, tu vois, ou Tarzan, si t'as envie. Ok, c'est pour te donner une idée. Après, la Zulu Nation, elle s'est développée de façon universelle, donc ça veut dire que quelque part, eh ben, tout le monde se reconnaissait Zulu. On était tous dans la Zulu Nation. Après, il y a eu l'amalgame avec le mot Zulu, Z-O-U, Z-U-L-U, tu vois, et avec les bandes, les voyous, les gangs, ce qu'il y avait à Paris. Donc mais voilà, en tout cas, les valeurs, moi je suis comme tout le monde, j'ai un certain âge, donc les valeurs, bah, j'y crois aussi, mais en même temps, j'y crois pas du tout, parce que quand je vois tout ce qui se passe dans les événements, tu sais, quand le rideau il tombe, moi je fais partie des mecs qui sont au courant de tous les petits secrets sur tout le monde. Hein. Et j'en connais beaucoup les secrets. Dans un livre, un jour. Ah, ça serait difficile pour beaucoup de gens si je parlais. Moi en fait, des fois je me dis, putain, j'aimerais mettre un corbeau. Si le jour où je serais plus dans le game, je crois que j'en ferais sauter beaucoup. Je parlerais vraiment. Là, je suis trop impliqué pour parler sur les gens, et ça serait de mauvais augure, tu vois. Mais je connais tout sur tout le monde. Parce que tout le monde me raconte tout. Depuis des années. Faut pas croire que je suis un génie ou genre un érudit. Hein. Je suis ce que je suis parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui croient en moi. Donc qui m'ont épaulé, qui m'ont donné des informations, voilà, ce genre de choses. Mais moi, j'oublie personne. Je dois rien à personne en tout cas. Tout ce que j'ai fait, j'ai toujours entrepris pratiquement tout seul. Et les gens sont venus s'acoquiner avec moi parce qu'ils ont compris que je représentais plus, je représente la force. Le mec qui croit en ce qu'il fait. Et en plus, qu'il le réussit constamment. C'est rare quand je me plante. Et quand je me plante, tu le vois pas. Parce que la semaine d'après, j'ai la conviction que ce que je vais faire, ça va être mieux que ce que j'ai fait quand j'ai raté. Donc finalement, je retombe toujours sur mes pattes. Donc voilà, je crois en moi quand j'ai une étoile. Et pour l'instant, elle brille encore pour l'instant. Tant que je me bouge le cul. Tu vois, je suis pas le mec qui attend et qui me dit ouais, c'est pas normal, personne m'appelle, j'ai pas de plan. Non. Je suscite le plan, même quand ça va mal, je montre la réussite, toujours souriant, toujours disponible. Voilà, je reste encore une belle personne. Je suis pas le même, parce que je suis quand même en haut un peu de la montagne depuis longtemps. Je vais dire, j'ai un pouvoir énorme même, mais j'abuse de personne. J'essaie plutôt d'aider les gens, parce que je sais que les gens que tu vas aider, c'est peut-être eux demain qui vont t'aider. Et ça, je l'ai compris, ça fait des années. Mais j'oublie pas dans un coin de ma tête que pendant des années, j'étais le mec le plus détesté de France. Comme Raymond de Monec. Comme Raymond de Monec. Non, je t'ai détesté par tout le monde. Je suis honnête. Bien sûr que je t'ai détesté. Mais à un moment donné, quand j'ai créé le 1000%, tout le monde m'a léché le cul. Faut dire les choses comme elles sont. Je suis passé de détesté à hyper respecté. Mais, c'est parce que je me suis bougé le cul. Parce qu'il n'y a personne qui allait à ma place à la déf à l'époque. C'est moi au début qui ai créé le blond, c'est moi qui partais à la défense, c'est moi qui faisais les événements, c'est moi qui ai créé ce réseau, c'est moi qui parlais avec les danseurs. C'est pas Benji, hein.
C'est les gens, des fois, ils pensaient, ils disaient, ouais, t'as tout ça grâce à Ben. Mais Ben, ça n'a jamais été quelqu'un qui crée la scène française. Ben, c'est quelqu'un que j'envoyais sur les grosses têtes. Mais ça crée sa réputation, sa légende et son blaze, tu vois. Mais qui crée tout ça derrière? C'est moi, ça a toujours été moi. Qui parle avec les danseurs pour créer les affiches, pour faire ceci, pour cela? C'est moi, Yoel, toujours. Ça a toujours été moi. Et c'est pas évident parce que j'ai envoyé au casse-pipe 90% du break français. Et pourtant, moi, je danse debout. Et pourtant, ils m'ont tous écouté, ils ont tous joué le jeu, ils ont tous fait le travail quand il fallait le faire. Donc c'est là que quelque part, ils me respectaient. T'inquiète pas, il n'y a personne qui fait quelque chose pour toi s'il ne te reconnaît pas dans cette culture. T'as beau dire à tout le monde, ouais, je suis important, je suis fort. Eh, t'es gentil, on t'a vu nulle part, nous. On t'a jamais vu en un cercle, on t'a jamais vu aller chercher une tête. De quoi tu me parles, t'es important quoi. Donc c'est une culture, il faut toujours prouver. Et moi je suis un mec, on peut dire ce qu'on a envie. Le truc le plus important pour moi, le plus important ça, non, je te le dis. Et ce que j'ai appris à Benji, la première fois que je me suis occupé de Ben, le plus important dans cette culture, c'est aller au charbon, porter ses couilles et jamais refuser un défi. Jamais. Et moi j'ai 45 ans, n'importe qui, je le dis dans la caméra, n'importe qui va me chercher dans n'importe quel événement, je lui rentre dedans. Je lui rentre dedans. Aucune pitié, rien à branler. Et en plus, j'ai 3 règles. Première règle, parce qu'avant de me défier, je prends le micro, puisque je l'aurai le micro. Première règle, si t'arrives pas à me battre, t'es une merde. Deuxième règle, si toi et moi on est ex-aequo, t'es une grosse merde. Troisième règle, si je te bats, t'arrêtes la danse. Je te le dis clairement. Ah non mais moi je te mets la pression. Et en plus je te dis un truc, je sais que je vais gagner. Parce que j'ai plein de coups de crasse. Et je suis doué pour ça. Donc selon toi, quel est l'événement parfait? Mais il n'y a pas d'événement parfait, justement. C'est parce qu'ils sont imparfaits qu'ils sont parfaits. Parce que s'il est parfait, le mec, il a plus rien à attendre de quoi que ce soit. Tu vois bien que l'événement parfait, déjà c'est un événement qui est gratuit pour les danseurs. À la base. Tu vois, c'est un événement qui est comme le Chin City, qui est gratuit pour les danseurs. Tu viens, l'événement il est gratuit pour toi, il est gratuit pour tout le monde. Ça c'est déjà la base. Que les mecs ne payent pas l'événement. Parce que c'est eux qui créent le spectacle. Ça c'est une base. Ensuite, que les speakers ils connaissent le plateau artistique. C'est important. De savoir qui est en face de toi. Parce que évidemment, quand là je vais parler un peu des speakers, mais quand t'es speaker, les danseurs ils font pas l'effort de venir vers toi pour te parler. Tu sais, ils pensent que nous on les connaît tous. Mais peut-être que moi ce que tu fais en tant que danseur c'est de la merde. Peut-être que quand tu danses pour moi je trouve ça pourri, ça se trouve. Je m'intéresse pas à toi, je regarde pas tes vidéos, je consulte pas ton Facebook, moi ça se trouve je m'en bats les couilles de ta gueule. C'est une réalité aussi. Donc, on est des professionnels. Donc on est obligé de s'intéresser un peu à tout le monde. Mais les mecs ils se disent pas, en fait ils sont exigeants envers nous, mais ils se disent pas que chaque personne, moi je les vois comme des unités. Donc chaque personne elle représente, pour une personne, on écoute bien tout ce que je dois savoir. De quelle ville il vient, combien de groupes il a, parce que les mecs c'est le mercato, ils ont 40 groupes, plus de groupes que de passages. À quel moment il s'est distingué dans l'histoire de la danse, quel a été le gros battle qu'il a gagné, son actualité, et des fois même avec qui il couche. Donc c'est pour te dire qu'il faut connaître, et ça c'est juste une personne. Est-ce qu'il sa signature en danse, j'en sais rien moi, des moments marquants dans sa life, pour le présenter. Mais le souci c'est que, entre toi et le danseur, il n'y a pas de temps de contacter ça, parce que quand tu arrives dans un événement, les mecs ils arrêtent tous en même temps, et vous serrez la main, vous avez des discussions vite fait, hop, ça dépend, mais les habilités elles sont pas avec tout le monde, donc ça fait que tu n'as pas le temps de décortiquer la personne. Tous les danseurs se croisent, mais personne ne se parle, on rentre pas dans l'intimité. Il y a plein de mecs qui dansent, je sais même pas de quelle origine ils sont par exemple. Centrafrique, Ghana, Congo, enfin rien moi. Algérien, Marocain, Tunisien, tu vois, en fait finalement on se croise mais on se connaît pas tous. Et pour la plupart on se connaît pas du tout. Des fois moi je croise des danseurs tous les week-ends mais ça se trouve le mec il est postier, l'autre il est boulanger et l'autre charcutier, tu vois c'est une idée. En fait on se parle pas réellement. Un jour, le jour où j'ai fait comprendre aux gens que finalement personne ne se connaissait, c'est le jour où j'ai créé un événement qui s'appelle le Battle Origine. Battle Origine, où il fallait que tu danses selon ton origine. Je l'ai fait à la Défense à l'époque. Et donc, il y a des mecs qui ont découvert que peut-être leur plus grand ennemi, il était martiniquais comme lui, tu vois, et qu'ils devaient danser ensemble. Tu vois. Donc ça l'a fait, mais en vérité, nous en tant que speaker, c'est difficile parce qu'on doit connaître tout le monde.
Et on s'intéresse pas à tout le monde. On n'a pas envie de connaître tout le monde. Attends, moi j'aime le break, mais j'aime peut-être pas forcément le pop, j'aime peut-être pas forcément le walking, ou j'aime peut-être pas forcément la house dance, j'en sais rien, tu vois. Mais je suis obligé de connaître tout. Et je connais tout. C'est ma chance. Parce que je me suis intéressé à eux depuis des années. Donc au bout d'un moment, oui, ça va, mais t'as une nouvelle génération qui arrive. Donc ça fait encore plein d'informations. T'as je sais pas combien de battles qui se passent dans le week-end. Faut que tu suives tous les week-ends, faut que tu suives ton Facebook pour savoir qui a gagné quoi, tu vois, pour être un peu d'actualité. Donc c'est très difficile d'expliquer aujourd'hui parce qu'il faut que faut vraiment que tu aimes les danseurs. Tu peux pas tricher, tu peux pas mentir. Mais non, moi je suis là en train de dire que je suis le numéro 1, mais ça me dérange pas que quelqu'un d'autre dise qu'il est le numéro 1. Ouais, c'est moi le numéro 1. Bah t'as le droit, San. Et moi mon travail c'est de te prouver que tu ne l'es pas. Très bien. Si on est dans le même game. Tu vois, si tu prétends que t'es speaker et que t'es numéro 1, bah mon travail ça va te dire bah non, c'est moi. Pour X. Et je vais te dire pourquoi, en plus je peux même te donner plein de raisons. Mais ça reste de l'ego mal. C'est pas très important en fait. Moi demain j'arrive dans un événement, je suis avec Momoz. Momoz il dit moi je suis numéro 1, bah, moi je dirais je suis numéro 2, ça me dérange pas. Tu vois, c'est gentil en fait. C'est plus le game, tu vois. Mais c'est pas la vie. Dans la vie, moi, je suis complètement effacé. Tu verras, je parle pas trop, je reste dans mon coin. Je suis pas le mec qui va te faire le beau. Ah mais t'es posé, hein. Moi j'ai passé une petite journée avec toi. Je suis tranquille, je suis pas le mec il faut absolument que tu me vois. Non. Demain tu m'invites à un événement, je peux rester dans le fond de la salle tant que tu me vois, sans que tu aies besoin de me présenter quoi que ce soit. Je sais rester à ma place. Mais maintenant je connais aussi ma place dans la culture hip-hop. Et c'est une place qui a été créée depuis des années. Moi je peux te dire, je sais qui ont été les activistes de la France. Moi avant j'étais juste un danseur, Hassan. Je dansais, comme plein de gens, mais je faisais rien pour la culture hip-hop. J'ai commencé en 82, 84, je rentre avec Kashipa Chopé, mais dès 85, 84, je vois Paco Rabanne, tout ça. Mais c'est pas moi qui ai créé Paco Rabanne. Moi j'y allais comme un danseur, je consommais, j'étais bien content qu'il y ait des lieux comme ça. Ensuite, il y a eu la génération Terravac de la Chapelle, DJ Dynasty, DJ Joe, tu vois, de 86, 85 à 86, enfin 86 certainement. Ensuite, Jacques Massadian quand il a créé le Globo. Bon, à côté de ça, tu avais aussi Danny Akos qui organisait des soirées, l'Observatoire, et puis d'autres organisateurs comme les IZB qui organisaient des concerts. C'était ça les activistes en réalité. Moi je faisais quoi moi? Je faisais rien, j'étais juste un mec qui dansait, qui défiait tout le monde. Donc j'avais ma réputation de danseur. Tiens, Queen Candy, qui elle a créé les Zulu Letters. Cher qui avait écrit aussi son magazine pour l'époque. Enfin tu vois, eux c'était plus les activistes. Moi je deviens activiste qu'à partir de 1995-96. Parce que je commence à créer, à façonner un peu la scène française, enfin plutôt parisienne. Mais parisienne, ça découle sur la France par la suite. Puisqu'à l'époque, le spot officiel pour tout le monde, pour se faire son blaze, fallait pas partir à Toulon ou à Strasbourg pour avoir son nom. Fallait aller à Châtelet-Hall. C'est là-bas que ça se passait. C'est là-bas que j'étais, moi, tu vois. Et c'est là-bas que les choses se faisaient. Quand les étrangers arrivent en France, à moins d'être invités par la danse la rue, et Martine Legras et tout ça dans le Nord, mais le spot officiel, ça restait Châtelet-Hall. Pour les b-boys, pour les nains de blonde, pour tout, Châtelet-Hall. Tu vas aller avoir ton blaze, tu prends tes couilles, tu vas à Châtelet-Hall, tu vas sauter une tête. Moi je suis très underground dans dans ma façon de parler, je peux être très posé, mais je suis très noir à l'intérieur. Tu vois, je suis très underground, mentalité biscuit, faut se lever, les codes de l'heure du hip-hop, j'ai tout ça en moi. Donc moi n'importe qui au monde m'appelle au micro, je me lève, je rentre dedans, n'importe qui. Ah non mais j'ai la mentalité, hein. Je suis pas une tepu, hein. Je te le dis tout de suite, j'ai une vraie mentalité de b-boy, je suis plus b-boy que les b-boys pour moi dans ma tête. Je me lève, j'y vais, j'en ai rien à foutre. Parce que j'ai grandi comme ça, quand j'étais jeune, je défiais tout le monde déjà. C'est pas, je suis arrivé à Châtelet, j'ai découvert la vérité, mes couilles, ouais. Bien avant déjà, moi j'étais comme ça, je défiais tout le monde. Je suis cité par la plupart des grands de cette époque, ils savent très bien. Je me levais et je venais de défier. N'importe qui. Donc évidemment, quand j'ai eu Benji dans mes mains, bah, c'est mon miroir. En 1000 fois plus fort. Mais c'est mon miroir. Parce qu'on fait pas la même danse non plus, on véhicule pas les mêmes choses, et voilà. Mais quand je vois un mec comme Meda, je kiffe ma race. Il a une certaine mentalité. Je me retrouve en lui. Phoenixou, pareil. D'ailleurs, c'est qui ton danseur préféré de la nouvelle génération? Pour moi, le numéro 1, c'est Benji. Hormis Benji, pardon, excusez-moi. Mais j'ai plein de danseurs que j'aime beaucoup. Mais dis. Tu veux dire en France? Ouais, en France. C'est large. Non, mais quelques-uns, tu vas les oublier, bien sûr.
J'aimais bien Bosca avant parce que je trouvais qu'il avait une... il représente le b-boying. Tu vois, cette philosophie qu'on appelle le b-boying, je trouve que lui, il avait ce truc-là naturellement. Je pense qu'il s'en apercevait pas au début, mais à la fin, quand je l'ai regardé, il représentait vraiment cette mentalité. Meda, par le fait que faut se lever, il y va. Tu vois. À un moment donné, j'ai beaucoup aimé aussi Arshad. Parce que les générations de l'adepte, il y allait aussi, souvent. Il portait ses couilles. C'était pas non plus, c'était pas le mec, c'était pas le dernier pour aller Phoenix ou toujours chaud, toujours prêt, jamais la peur. Tu sais, une vraie mentalité de guerrier. Il n'y a rien à dire. Si je pourrais dire d'autres que j'ai vu, vraiment qui avaient des couilles, qui partent chercher des têtes, qui... Mais tu vois, je te parle de façon mesurée. Parce que si t'es personne, tu vas chercher une teuté, bon, ouais, tu vois pas l'histoire. Moi je te parle d'un mec où t'as quelque chose à perdre. Tu vois, si je te parle plus de cette vision-là. Donc ouais, bah, j'aime pas tout le monde. Enfin, mon travail, c'est, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a beaucoup de gens qui sont juges, mais le plus grand juge de France, c'est moi. C'est moi qui, depuis des années, fais les retours sur les danseurs. Depuis des années. C'est moi qui trie, c'est moi qui leur donne les bons et les mauvais points. Et ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils vont les voir, les retours, quand ils dansent. Tous, ils vont les voir. J'ai des 5000, des 8000 vues, des fois, sur un retour. Tu crois que c'est qui? C'est qui? C'est le public qui va voir ça. C'est les danseurs, la plupart. Ils vont voir pour savoir qui s'est débarqué sur tel événement, parce que je chronique un peu tous les danseurs. Mais ça, c'est le truc qui me casse le plus les couilles. Hein. Je l'ai arrêté parce que c'est une responsabilité, en réalité. Mais ouais, après, les danseurs que moi j'aime beaucoup, j'essaie de voir un petit peu sur tout le panorama français. Moi, j'aime les gens qui portent leurs couilles. Des mecs qui dansent bien, il y en a plein. Des mecs qui ont des couilles, il y en a beaucoup moins. Des mecs qui osent, il y en a beaucoup moins. Des mecs qui vont s'approprier l'événement, créer l'histoire, arrêter le temps, mais il y en a beaucoup moins. Là, je viens de voir World B-Boy Classic. Mais les mecs, vous venez à l'événement comme des compétiteurs, il y a toute la scène européenne. Mais qui a pris ses couilles, qui monte sur la scène et qui part chercher une tête? Qui a fait ça? Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est le game aujourd'hui. Les mecs, ils ont beau raconter leur vie dans tous les sens. Ils ont pas le. Ah, là, je vais parler comme un vieux. Mais ma génération, on avait plus de couilles. Je te le dis. Ma génération, on avait plus de couilles. On avait plus cherché les gens. On n'était pas sur l'image. Aujourd'hui, les mecs, ils ont peur. Ils ont peur de perdre ce qu'ils ont. Ils ont peur de perdre des followers. Ils ont peur de plus exister. Mais les mecs, à un moment donné, dans cette culture, si t'aimes pas le défi, t'as rien à faire dans le hip-hop. Tu vois ce que je veux dire, Hassan? Le hip-hop, c'est le défi. T'aimes pas le défi? Mais casse-toi. T'as rien à faire chez nous. Arrête avec ton cinéma, là, les contemporains, la danse, les grandes scènes. Ça, c'est pour les planquer. Les vrais, mon charbon, hop, tu vas chercher une tête et tu vas lui prendre son blase. Comme à l'époque. Les mecs, ils pensent qu'ils peuvent réécrire les règles. Mais bande de rigolos. Vous êtes que la suite de l'histoire. Vous connaissez même pas votre histoire. Vous savez même pas comment elle est née, cette culture. Dans quelle violence, dans quelles conditions, quel contexte social. Comment les mecs ils faisaient à l'époque pour danser. Tous les codes, c'est les codes de gangsters. De gangs, tout simplement. Tous les codes de la culture hip-hop. Et vous croyez quoi? Quand ils faisaient la punchline, faire la punchline de l'époque pour les gangs, c'est un peu plus difficile que ce que nous on fait quand on va danser. Hein. Fallait traverser des lignes, le mec qui te niquait ta mère. Hein. Ouais, fallait la traverser la ligne hein, pour avoir sa jaquette et avoir ses patchs par la suite. Donc c'est difficile. Sauf que maintenant on a retraduit tout ça avec de la danse. Ok, c'est bien, c'est un folklore, c'est plus sympa, c'est aseptisé, c'est Zulu Nation, c'est fresh, tout ce que t'as envie. Mais la mentalité elle est où? Les mecs ils font des battles tous les week-ends. Je te dis, il peut y avoir World B-Boy Classic aujourd'hui, Evolution demain, UDF après-demain, B-Boy Summit et sur le lendemain. Il n'y en a pas un seul qui va chercher une tête. Mais à quel moment les mecs ils ont perdu le truc? À quel moment dans l'histoire, eh ben les mecs ils se sont dit ah bah maintenant on va devenir des compétiteurs avec un esprit de sportif, des athlètes de haut niveau. Mais couilles, arrêtez votre cinéma, on est des danseurs. Faut pas se raconter une vie. Notre monde à nous, il vit qu'à travers soit les battles, soit le fait qu'à un moment donné on a des moments épicés. Des moments épicés, c'est genre Benji Junior ou un Meda qui va chez Kamel. C'est ça les moments épicés, c'est ça les moments, moi je peux t'en parler 10 ans plus tard. Je peux te raconter des histoires d'hip-hop, mais qu'à travers des moments où j'avais des frissons au moment où ça s'est passé. Des grands battles, arrête. Aujourd'hui on a vécu un bon moment, mais demain je serai au battle de Vélière, j'en vivrai d'autres des grands moments. Mais je te parle du moment, moi.
le moment spécial dans l'année, celui dont tout le monde va parler, celui qui va créer la polémique sur le net à charge ou à décharge, ce moment magique qui va être créé par un b-boy, parce que ce b-boy là il s'est préparé, il t'a snipé, il s'est préparé pour ta gueule, il est venu te chercher et il t'a confondu devant tout le monde. Et là t'es au pied du mur. Est-ce que tu vas y aller ou tu vas pas y aller? Est-ce que tu vas pouvoir assumer ou pas? Est-ce que tu es prêt ou t'es pas prêt? C'est ça le code du Bushido du hip-hop. C'est difficile. Pour moi, le hip-hop, c'est violent. Si t'es pas prêt, t'as rien à faire dedans. Moi, je suis un pur produit de la culture hip-hop. Je suis un pur b-boy dans ma tête. Tu peux, n'importe qui, je te dis, Hassan, je peux venir à Bordeaux, tu peux me mettre tous les danseurs debout sur la même heure que je leur rends tous dedans. Je te le dis. Nous, on est bien à Bordeaux. Je te dis Bordeaux ou n'importe quelle ville. J'ai la mentalité. Je suis pas un mec qui est là en train de me dire, maintenant, je suis un ancien, pourquoi il vient me défier? Pour moi, un jeune, quand il va me défier, c'est une pute. Je te le dis, c'est une merde. Et ce que je lui ferais, ça se fait pas, mais je le ferais pour faire l'exemple à tous les autres. T'es trop chaud. Mais non, Hassan, les mecs, des fois, ils ont pas de couilles, ils viennent chercher des mecs de mon âge. T'as pas honte au visage, toi? Mais va te faire ton blaze avec les mecs de ton âge, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu viens chercher le speaker? Tu vas faire quoi demain? Aller chercher le light jockey, peut-être? Ou alors le régisseur, le son ou lumière? T'es fou, quoi, toi? Mais ma mentalité, ok, j'y vais. Mais par contre, les 3 règles. Donne-moi le micro. Tu les connais, les 3 règles que je t'ai citées tout à l'heure. Et je sais que je vais gagner. Parce que je sais que le coup de crasse que je vais te faire, il va être phénoménal. Quitte à devenir impopulaire dans les secondes qui vont suivre, car je le saurai, c'est évident. Donc, un mot pour finir. Le mot de la fin, c'est... aujourd'hui, quand tu danses et que tu es un jeune, il faut avoir le bon mentor. Le bon mentor, c'est celui qui va t'accompagner, te protéger, te conseiller, tout ça. Il va peut-être t'épauler sur la danse, mais le plus important, c'est la mentalité qu'il va te donner. S'il te donne une mentalité de pépétouille, de peureux, de planqué, tu vas danser, mais tu vas esquiver tous les conflits, tous les problèmes, et tu n'auras pas compris l'essence même de cette culture. Le vrai, c'est celui qui va t'éduquer avec la mentale. La mentale qui te dit de respecter tout le monde, évidemment. Mais par contre, tu t'entraînes et tu danses que pour effacer tous les autres. Et pour à un moment donné, prendre la place de celui qui est en haut du podium. Tout simplement. Tu lui prends sa place. Et après, tu essaies de te taper pour rester toi-même. Parce que derrière, ben, tu as tous les chiens de la casse qui aussi veulent ta place. Parce que c'est le game, parce que c'est la compétition. Et si tu t'arrives avec ces idées un peu bisounours, genre, on est tous potes, on fait partie d'une grande communauté, c'est la famille, ils vont rien me faire, on est tous des copains. Non, on n'est pas tous des copains. On grandit avec nos sensibilités d'hommes et d'adultes, et à travers nos parcours et nos chemins, on n'aime pas tout le monde, mais on respecte les gens. Par contre, on est aussi dans une espèce de compétition. Et tu as 2 formats. Tu as le circuit protocolaire, on va dire, des battles, et tu as l'autre circuit, ceux qui ont des couilles, le vrai circuit, l'underground. Là où tout est difficile. Mais par contre, tu auras l'approbation et tu seras validé par les gens du milieu. Tu peux gagner n'importe quelle compète. Sortir de ta compète avec ta couronne, aller dans un cercle et te faire violer devant tout le monde. C'est le game. C'est ça le hip-hop. Et malheureusement, aujourd'hui, tout est prévisible. Alors que nous, à notre époque, beaucoup de choses étaient imprévisibles et c'est ce qui donnait ce goût un peu à cette culture. Aujourd'hui, les mecs, je sais pas, soit ils ont tous la même carte UGC, ils vont tous au cinéma ensemble, j'en sais rien, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils ont perdu ce goût au défi. Et c'est dommage parce que finalement, on a l'impression que l'herbe elle est plus verte chez les autres parce que ça se passe chez les autres. Mais je pense pas que ça se passe plus chez les autres que chez nous. Je pense que c'est un problème qui est universel. Pas seulement lié à la France. Et c'est dommage. Donc je me demande à quand ce moment de folie où à chaque battle tu y vas en disant putain sur qui ça va tomber. Comme moi j'ai réussi à l'orchestrer en France pendant pas mal d'années. Voilà. Donc j'espère qu'il y a peut-être pas un autre Tuval, peut-être quelqu'un avec un autre nom, mais qui ira dans cette direction. Parce que moi j'ai envie aussi de vivre des grands moments orchestrés par d'autres. Et j'ai pas juste envie qu'il se passe un moment dans l'année et je suis obligé de m'en rappeler comme c'était le Saint Graal du break. Il devrait y avoir plein de Saint Graal du break dans l'année. Pour que mon année soit épicée, je me dis putain, enfin on est revenu à ce hip-hop qu'on aime tant, où quelque part les mecs ils ont l'esprit spartiate, tu vois. Alors que lui, franchement, c'est un film de Walt Disney quoi, c'est sympa. Voilà, alors qu'à la base ça devrait être Gladiator, une arène, et puis voilà, il y a la casseuse qui sortira de l'arène, mais il n'y a plus ça. Donc voilà, donc moi je vis avec mon temps. Je te dis pas que ce que je vis aujourd'hui c'est mieux ou c'est moins bien. Voilà, c'est un hip-hop un peu différent.
mais je trouve pas qu'il y a beaucoup de gens qui découillent, c'est la vérité. Et mon constat il est fait à chaque battle, je sais pas, des histoires qui reviennent à mes oreilles, je me dis putain, mais pourquoi j'étais pas j'en sais rien moi, à Lyon au moment où ça s'est passé, ou alors à Marseille au moment où ça s'est passé, tu vois. En fait, je suis à Paris, et de Paris, bah, j'entends les histoires, mais c'est pas non plus, tu vois, genre la colonne vertébrale de l'année, quoi, le truc. Donc c'est dommage. On a la forme, mais on n'a pas le fond. Peut-être que la nouvelle génération, bah, peut-être qu'elle nous fera la leçon, et peut-être que c'est eux qui reprendront, qui vont se revigorer, qui reprendront les lettres de noblesse et puis cet hip-hop temps qui nous manque. Parce que tout le monde peut critiquer ces grands moments, mais tout le monde y est. Donc ils sont sympas les mecs à dire ouais mais c'est pas ça l'esprit hip-hop, mes couilles, nanana. Et dès demain tu leur dis ouais il y a un tel contre un tel, c'est deux gros blazes, je peux te dire que c'est les premiers et ils sont premiers rang. Et pour rien au monde ils te laisseront leur place. Parce que ça fait partie du hip-hop. Je dis pas que c'est la meilleure chose du hip-hop, mais ça fait partie du hip-hop. Voilà. Peace. Merci Yuval, à bientôt. On fera une suite. On fera une suite. On fera une suite avec plaisir. C'est ça.